Bonjour tout le monde, bienvenue au 7e épisode du podcast de Ma classe en boîte. On va attendre un petit peu avant de démarrer là, si d'autres personnes veulent se joindre à nous. On vous rappelle qu'on a toujours un petit délai quand on diffuse en direct sur Facebook. Là. Donc, si vous nous posez des questions dans les commentaires, faites-vous-en pas, on va y répondre. On les reçoit parfois là, quelques secondes en retard, mais on répond à tout le monde. On a la chance aujourd'hui d'avoir Christian Bouchard avec nous, qui est un enseignant de français. Donc, on va aborder les différents enjeux liés à l'apprentissage des langues puis à son utilisation. Donc, on va juste attendre encore quelques instants là, d'avoir tout le monde avec nous. Puis, même si vous nous écoutez en rediffusion, n'hésitez pas à poser des questions dans les commentaires. Nous, on va pouvoir les transmettre à notre invité ou y répondre là, dans un autre épisode. Si l'engouement est trop fort et que vous voulez le revoir, n'hésitez pas à nous le dire aussi. Donc, je pense qu'on peut commencer. Christian, si vous voulez vous présenter un petit peu quel a été votre parcours, là, tant sur le plan des études que professionnellement. D'abord et avant tout, j'aimerais dire que j'ai eu la chance d'avoir Marika Plourde-Couture dans mes cours. Oui. Je suis très heureux de la retrouver aujourd'hui. Après combien d'années? Ça doit faire 6 ans, je dirais. 6 ans dans le coin? Oui. Vous voyez, Ça passe vite. Vraiment à peu près aucun repère temporel. C'est dingue. Des fois, je vois des gens et des anciens étudiants qui viennent me voir et qui me disent « Ah, vous étiez mon professeur? Ah oui, oui. » Puis, j'ai une excellente mémoire du visage. Donc, je dis « Oui, je me souviens, c'était peut-être il y a 4-5 ans. » Non, 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 c'était il y a 18 ans. « Ah bon, il y a 18 ans. » Oui, non, c'est ça. C'est vraiment, j'ai comme une sorte, vous voyez, vous êtes tombé dans les bonnes années parce que c'est à peu près là. J'ai fait à peu près 35 ans d'enseignement dans à peu près les 6 dernières années. Mais en tout cas, nous, on se souvient de vous, là, on en parle souvent là, avec les autres étudiants. Vous êtes un de ceux qui nous ont marqués, là, donc je suis bien contente de vous avoir aujourd'hui. Ah ben merci de l'invitation, c'est très aimable à vous. Et n'hésitez pas non plus, je parle aux gens qui sont en ligne, aux parents qui sont en ligne, n'hésitez pas à poser des questions, à faire part de vos observations, de vos critiques même. J'ai toujours dit, moi en classe, et vous le savez, Marika, qu'un cours, c'est un point de départ, ce n'est pas un point d'arrivée. C'est un dialogue qu'on amorce. Hein, vous vous souvenez. Alors, ce qui est très important à ce moment-là de dire, c'est il se pourrait que ce que je dis aujourd'hui, je le nuance demain. J'apporte même certaines rectifications après-demain. Peut-être même que je me contredirai après-demain. Alors, c'est possible. Et je pense que c'est important de le signaler, et c'est peut-être un enseignement que nous fournissent les sciences d'ailleurs. Ce que j'aime des sciences, c'est toujours cet avis, cette prudence dans l'état actuel de nos connaissances. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, voici ce que nous pouvons dire. Maintenant, c'est toujours en pleine évolution et peut-être que demain, nous serons amenés à apporter des correctifs, à faire des rectifications, etc. Et tout ça, c'est tout à fait normal. C'est dans le processus même de l'acquisition du savoir. Alors, je pense que c'est important, puis surtout quand on est parent, je présume, parce qu'on peut être inquiet de dire des faussetés à ses enfants. Et j'aimerais tout de suite rassurer les parents en disant que cette inquiétude-là, elle est saine, mais elle ne doit pas être paralysante. Parce qu'au fond, nous sommes tous en processus d'acquisition de connaissances et c'est un peu triste, je le dirai peut-être un peu plus longuement tantôt, mais parfois, je dirais que l'école n'est pas toujours le meilleur endroit pour apprendre. C'est un peu paradoxal. Parce que les enfants, vous vous souvenez, vous, Marika, quand vous étiez enfant, comme à peu près tous ceux et toutes celles qui nous regardent actuellement, quand vous étiez enfant, vous deviez être des enfants embarrassants, comme nous l'avons tous été, par une série de pourquoi. Pourquoi ceci, pourquoi cela. Alors, l'enfant, il est fabriqué pour poser des questions. Il pose des questions, il est curieux de nature. Il aime explorer de nature. Le cerveau a été fait pour être curieux, pour apprendre, pour explorer des choses. Et malheureusement,
quand on arrive à l'école très, très tôt, c'est un peu comme si on mettait de côté les questions et on ne donnait que les réponses, voire les réponses à des questions qu'on ne s'est même pas posées ou qu'on n'a pas eu le temps de se poser encore. Alors, ce qui fait que quand j'étais au collégial et qu'on me disait, ben, mon Dieu, que les élèves sont trop disciplinés, trop calmes, on leur dit, avez-vous des questions? Ils n'ont jamais de questions. Moi, je disais toujours à mes collègues qui reprochaient ça aux élèves, ben, de leur dire, ben, écoutez, c'est parce qu'ils ont bien appris comment ça fonctionnait. Comment ça fonctionne à l'école? Ben, il y a quelqu'un qui parle en avant, tu prends des notes et tu redonnes le tout lors d'un examen. Et malheureusement, ben, ça fait en sorte que ce réflexe, qui est tout à fait naturel de poser des questions, d'être curieux, peu à peu, va presque mourir, je dirais, et c'est bien dommage. C'est pour ça, nous, là, qu'à ma classe en boîte, tout le matériel qu'on fait, justement, on essaie de s'éloigner de ça, puis justement d'être dans l'exploration de son entourage, de chercher, de ne pas toujours se faire donner la théorie avant. Si je prends l'exemple d'une activité que j'étais en train de créer tantôt pour nos troisième années, ils doivent faire une simulation d'une enquête de police. Là. Donc, on leur fait lire d'abord un petit texte dans lequel on explique là, qu'il y a eu un vol dans la maison, un ordinateur a été volé. Par la suite, doivent répondre à des questions par rapport à ça pour voir s'ils sont prêts pour les policiers pour faire leur enquête. Puis ensuite, doivent chercher dans la maison. On en profite là, pour expliquer c'est quoi des empreintes digitales, doivent faire les leurs, doivent ensuite chercher, bon, est-ce qu'il y en a sur les miroirs et tout, comme si c'était des petits enquêteurs. Par la suite, là, reçoivent un message des policiers. On a trouvé l'objet qui a réussi à faire entrer par la fenêtre. C'est un prisme à base triangulaire. Donc là, ils doivent en chercher dans la maison, prendre des mesures. Puis, par la suite, là, doivent terminer l'histoire. C'était qui le voleur finalement? Donc, ils écrivent leur texte. Puis, ils vont terminer encore une fois avec une pancarte pour dire pourquoi il ne faut pas faire de vol. Là. Donc, une espèce de pancarte comme on voit dans les parcs, tu sais, voler, on ne fait pas ça avec des dessins et tout. Donc, tu sais, qui est vraiment, on fait du français, mathématiques, sciences. Donc, c'est ça, là, vraiment le genre d'activité pour les parents qui ne sont pas clients de ma classe en boîte qu'on a. Et c'est vraiment ça. C'est pas juste, ben voici, copie dans ton texte. C'est d'aller explorer, de le faire, les activités de façon plus authentique aussi, là, qui peuvent aider justement à mieux s'en souvenir après. Oui, et je dirais que dans le métier, ce qui est un peu triste, c'est qu'il y a des enseignants et des enseignantes, ça je le sais, qui actuellement, dans les écoles, font des expérimentations très, très, très intéressantes et qui fonctionnent bien. Parce qu'il faut toujours se rappeler que ce n'est pas parce que les élèves aiment faire quelque chose que nécessairement ils apprennent quelque chose. Exact. Alors là, il faut faire attention à ça, évidemment. Mais il y en demeure pas moins qu'il y a beaucoup. Ça, c'est une activité que je trouve très intéressante parce que l'enfant redevient ce que la nature lui a donné comme mission, c'est-à-dire d'être une sorte de Sherlock Holmes. C'est ça, exactement. Inspecteur. Alors, donc, on développe son attention, sa capacité d'observation, etc. Et on peut le faire même en français pour un texte. Si on dit, par exemple, que dans un texte, il y a un certain nombre d'erreurs, et à l'instar d'un détective, il faut repérer ces indices pour être en mesure de le reconstruire différemment, ben, je peux être certain que bien des élèves vont avoir de l'intérêt à le lire pour la simple et unique raison que là, tout à coup, ils deviennent vraiment des agents. Ils sont en action dans ce qu'ils font. On n'a pas appris les choses comme ça. Moi-même, quand j'apprenais la philosophie ou la littérature, on était davantage formés pour donner de l'enseignement en cours magistral. Et le cours magistral a son intérêt, a sa fonction. Cependant, si on ne profite pas du cours magistral pour aller titiller la curiosité des élèves et de s'assurer qu'on va mettre en marche cette machine, je répète, naturelle à curiosité, eh bien, malheureusement, là, on risque d'avoir des élèves qui, peu à peu, vont fermer les écoutilles et descendre comme le Nautilus de Jules Verne, 20 milieux sous les mers. Hein. Ils vont disparaître littéralement de notre vue, puis ils vont échapper à toute civilisation. Exact. C'est souvent ça qu'on conseille aux parents aussi, c'est qu'il faut quand même qu'il y ait un équilibre. Donc, oui, ça en prend
des fois où on est assis à la table puis on fait une dictée, puis des fois où c'est des périodes de lecture plus tranquilles, mais tout en le combinant avec des projets un petit peu plus amusants où les enfants vont vraiment là, aller rechercher des choses puis apprendre sans nécessairement être assis toujours papier-crayon, mais ça en prend quand même un petit peu parce que dans la vie, ben, c'est comme ça, puis il y en a des moments où c'est moins plaisant aussi, là, donc il faut apprendre comme des deux, mais juste du papier-crayon tout le temps non plus, ben, ça c'est des inconvénients aussi. C'est qu'on a besoin des deux. Nous avons à la fois besoin d'exploration et nous avons besoin aussi d'exploitation, de consolidation. On a besoin d'apprendre de nouvelles choses, mais on a besoin également de stabiliser ces nouvelles connaissances et de faire en sorte qu'elles seront vraiment acquises. Et c'est très important de garder ces deux aspects. C'est un peu comme, moi par exemple, je me suis mis à faire du jogging il y a quelques années et je vous assure que la première fois que j'ai essayé de courir, je ne crois pas m'être rendu à un stop de distance de la maison où je suis. Donc, j'ai couru à peine quelques minutes. J'étais essoufflé. Je me disais, mais là, c'est impossible. Je ne pourrai jamais courir autant. J'ai essayé de courir davantage et là, ce sont mes mollets qui m'ont rappelé que malheureusement, ils n'étaient pas assez entraînés pour pouvoir courir davantage. Or, aujourd'hui, je peux jogger au moins 1 heure sans difficulté, mais c'est un entraînement qui a été progressif. Alors, c'est la même chose pour ce qui est de l'apprentissage. S'il n'y a pas cet entraînement progressif, et c'est là qui est très, très, très difficile, si on veut, la tâche de la personne qui s'occupe de l'apprentissage pour l'enfant, c'est de s'assurer que la difficulté va être suffisamment intéressante pour constituer un défi et en même temps faisable. Parce que si l'enfant n'a pas les compétences nécessaires pour réaliser, il va se braquer, évidemment. Exact. Et le problème, souvent dans l'apprentissage, c'est s'il se braque une fois et qu'on répète le même type d'expérience, c'est-à-dire en donnant une difficulté encore plus grande, alors même que la première n'a pas été réussie, là, il se retrouve avec 2 échecs au lieu d'1. On recommence, on va aller plus loin parce qu'il doit suivre le rythme de l'ensemble. On se retrouve avec 3 échecs au lieu d'1. Et à force d'avoir des échecs, ben, que fait l'enfant? Ben, il finit par comprendre que malheureusement, ce n'est pas fait pour lui. Et c'est ça qui est dommage. Exact. Puis les parents, souvent, tu sais, je dis souvent parents, là, parce qu'on a beaucoup de clients qui font l'école à la maison aussi avec nos boîtes. Là, on en a aussi qui font l'école. À l'école, c'est sûr qu'un enseignant, c'est plus comment faire face à ce genre de situation-là. Il a été formé pour ça. Un parent, des fois, peut-être pas. On vous le dit souvent, mais il ne faut pas avoir peur de revenir en arrière pour faire une bonne base solide. Puis, même si ça prend plus de temps, puis qu'après ça aille bien, là, parce que comme vous le dites, si ça ne fonctionne pas, puis on essaie toujours d'en rajouter, que c'est trop difficile, bien, l'enfant, il n'apprendra pas plus. Puis, je prends l'exemple des verbes là, dans un cours que je donnais cette semaine, en 5e année, au programme, on a les verbes en ER un peu particuliers, là, par exemple, nettoyer, qui a une finale plus particulière, commencer avec bon, le CCD à l'imparfait, tout ça. Puis, on se rend compte que l'enfant, bien, les verbes en ER de base, comme aimer, ce n'est pas acquis. Puis le S avec tu, ça ne rentre pas encore, bien, on n'ira pas commencer à commencer nettoyer. Ça ne fonctionnera pas, c'est trop difficile. On va revenir au verbe de 4e année en ER. On va en faire un petit peu, puis après, ça va aller beaucoup mieux avec les verbes, mais souvent, les parents vont avoir peur, justement, de dire là, il est en 5e, je ne vais pas retourner en 3e, là, il va être en retard. Bien, prenez le temps de le faire, puis ça va rattraper plus tard, puis ça va être vraiment bénéfique. Ben, vous m'enlevez les mots de la bouche. Parce qu'il faut revenir aux bases. Il faut revenir aux bases, s'assurer que les bases sont solides. Parce que si les bases ne sont pas solides, on ne parviendra pas à construire quoi que ce soit d'autre. On le voit dans l'enseignement des mathématiques, à titre d'exemple. Hein? L'enfant peut, à un moment donné, comprendre que dans le système qui est le nôtre, il faut qu'il apprenne des choses par cœur, peu importe qu'il les comprenne ou non, pour réussir les examens. Alors, il va les apprendre. À force de les répéter, il va finir par les apprendre. Mais malheureusement, s'il n'y met pas un peu de cœur, ça va disparaître aussitôt l'examen terminé. Exact. Alors, ça ne sera pas une base sur laquelle construire par la suite. Et c'est ça qui est un peu triste dans le système tel qu'il existe, à mon sens. Alors, vous avez parfaitement raison. Il faut que les bases soient solides. Puis de la même manière, je dirais,
aux parents ce que moi-même je fais. Comme j'ai enseigné la littérature toute ma vie et j'ai enseigné aussi des règles en français. Mais il y a bien des règles, même si je les enseignais, parfois j'ai une hésitation, par exemple dans la concordance des temps, où je peux avoir une certaine hésitation, puis je me dis, ah, quand même, il faut que je retourne fouiller. Et c'est pas grave de Exact. retourner fouiller. Et moi, je pense que là où les parents peuvent jouer un rôle important, c'est de dire, voici, j'ai à côté de moi, c'est en poche un dictionnaire des difficultés du français, j'ai le Becherel, évidemment, un dictionnaire des synonymes, le dictionnaire Robert, le multidictionnaire, etc. Avoir ces outils-là et faire en sorte que l'enfant comprenne assez vite que le savoir, il est là-dedans. Alors, ce Oui, qui fait exact. que quand on a une question pour ne pas la réponse, si le parent cherche avec l'enfant, l'enfant va voir que chercher, c'est tout à fait normal. Et à partir de ce moment-là, ça fait en sorte que la recherche fait partie de l'apprentissage, au lieu d'avoir quelqu'un qui attend d'avoir la réponse certaine avant de se prononcer. Avec le risque que l'on connaît, c'est qu'il risque à ce moment-là de ne pas voir certaines choses parce qu'il n'est pas sûr de la réponse comme parent. Voyez-vous? Puis même les élèves, on en a beaucoup là, qui l'ont, mais ne sont pas sûrs, puis finalement, ils changent, puis là, font une erreur, mais qu'à la base, ça allait bien. Puis on le dit là, aux parents, aux élèves, autant pour les deux, bien, on ne vous demande pas de savoir par cœur toutes les règles, mais c'est de savoir bien, si j'ai une question en grammaire, où je peux trouver la réponse. Conjugaison, un bécherel, puis je vais être capable. Tu sais, c'est sûr qu'il y a des temps de verbes que pour le commun des mortels, on ne connaît pas ça par cœur, mais de savoir où chercher. De savoir, ça c'est particulier un petit peu cette règle-là, je ne sais pas, une sorte de participe passé. Mais je sais que si je suis confrontée à ça, je peux le chercher aussi. Là, des fois, les parents pensent qu'ils doivent tout savoir du premier coup. Puis on l'avait eu comme question, là, je vous en avais parlé. Oui. Des parents qui pensent, ben là, mon enfant me pose une question, je ne sais pas quoi répondre, je ne sais pas. Ben, c'est de dire, OK, je ne le sais pas, mais on va chercher ensemble, voici tel outil, je te montre comment chercher, puis de l'apprendre comme ça. Là, puis c'est ça que je vous avais dit, il y a beaucoup de parents qui ont peur de faire des erreurs devant les enfants en C'est tout à français. fait Là, normal. J'ai la même peur. Moi, vous imaginez que comme professeur de littérature je vous ou comprends, professeur moi de aussi. français, vous imaginez que si je commets une erreur ou je commets des erreurs, j'en ai des frissons à chaque fois. Je me dis, Oui, mon Dieu, oui. pourtant je le savais et tout ça. Mm-hmm. Mais non, c'est un premier réflexe, mais on doit vite le dépasser. Il faut faire preuve d'indulgence envers soi-même et être capable de voir que, bon, je l'avais oublié. Bon, maintenant, je l'ai cherché à nouveau, j'ai trouvé la réponse, puis voici, j'espère que cette fois, ça sera bien ancré. Mais il faut être indulgent envers soi-même et accepter aussi que erreur vient du verbe errer. Donc, c'est-à-dire, quand je commets une erreur, c'est que je ne suis pas certain, je suis en train d'errer. Mais ce qui est intéressant, et ça c'est un dénommé Astolfi qui a attiré beaucoup mon attention là-dessus, c'est que l'erreur devrait intéresser au premier chef la personne qui s'occupe de l'apprentissage de l'enfant. Parce que l'erreur nous dit quelque chose du processus d'apprentissage de l'enfant. Je vous donne un exemple. Et je ne parle pas seulement de l'enfant, mais des adultes. J'entends souvent, je leur ai dit plutôt que je leur ai dit. Oui. Mais c'est une erreur qui a sa logique parce qu'on a été habitué à ce qui est pluriel, souvent se termine par un S. Et de fait, comme je dis, je leur ai dit, j'ai dit quoi, à qui, leur, c'est un pluriel. Alors là, on met un S en se disant, ben, c'est un pluriel. Donc, je mets la marque du pluriel à laquelle je suis habitué. Et c'est là qu'on commet une erreur. Mais dans le fond, cette erreur-là, elle a une logique. Et c'est ça qui est très difficile, c'est d'amener l'enfant à dire oui, il y a une logique là-dedans. Malheureusement, ce n'est pas la bonne quand il s'agit d'un pronom, qui n'est pas la même chose d'un possessif. Si on dit leur coussin et qu'il y en a plusieurs, on peut mettre la marque du pluriel. C'est un possessif. C'est des coussins à eux. Mais si je dis je leur ai dit d'apporter un coussin,
Là, c'est leur pronom mis pour un nom. Et à ce moment-là, leur pronom au pluriel ne prend pas de S. Et je sais que ce n'est pas évident à saisir, mais il faut s'intéresser à la logique de l'erreur pour essayer de la désamorcer et faire en sorte qu'on épouse la logique du français. Puis, on abordait ça justement là, quand j'étais au bac dans des cours d'acquisition du langage. Puis, on voyait beaucoup les exemples avec les verbes. Les enfants qui vont conjuguer, puis qui vont avoir un modèle en tête, puis là, conjuguer comme tous les verbes comme ça, ou qui vont dire « ils sont-és » parce que, à l'imparfait, c'est « est », donc « ils sont-és ». Puis, vous voyez, c'est la logique dont je parlais. Exact, c'est ça. Donc, tu sais, c'est que l'enfant commence à comprendre justement qu'il y a une certaine logique, mais c'est de montrer, pas dans tous les cas, il y a certaines exceptions, mais c'est un signe quand même que l'enfant commence à comprendre. Donc, des fois, on a beaucoup de parents qui disent, là, il dit tous ces verbes tout croche, tu sais, est-ce qu'il y a un problème de langage? Non, il commence à comprendre justement qu'il y a certaines règles, essaie de les appliquer, mais il ne peut pas deviner tout seul qu'il y a certaines exceptions, puis que qui ne fonctionnent pas. Si vous voulez, c'est que notre cerveau, à la base, il est très fort dans les probabilités. Mm-hmm. Alors donc, si les probabilités font en sorte que très souvent un verbe à l'imparfait se termine par était, par exemple, était, c'est sûr qu'à ce moment-là, on se retrouve dans la même situation à l'imparfait et on risque d'avoir la même réponse. Parce que c'est un peu comme si le cerveau avait déjà enregistré la probabilité que ce phénomène-là se produise. Et c'est là qu'il faut faire attention, puis dire non, ce n'est pas dans tous les cas et de raisonner autrement. Mais puis de répéter aussi en le disant correctement là, à l'enfant, puis de le montrer que c'est comme ça. Là, je me rappelle justement, Claudia, qui n'est pas avec nous d'ailleurs, pour ceux qui ont remarqué, qui était avec nous normalement, son plus jeune disait, là, je me souviens, j'ai prenu, parce qu'il disait j'ai tenu, donc on voit verbe en bras. Il y avait quand même une certaine logique, mais c'est pas ça. C'est de répéter après, tu veux dire j'ai pris, puis là, de continuer, puis de montrer à l'enfant aussi que c'est ça. Mais de ne pas s'inquiéter d'un défaut de langage, c'est normal, là, les enfants. Parce que ce qu'il faut dire à la base, vous savez, un cerveau humain, c'est environ 70 milliards, 80 milliards de neurones. Et chaque neurone peut établir jusqu'à 10 000 connexions. Mm-hmm. Alors, imaginez les possibilités d'un cerveau. Et les enfants, peu importe qui ils sont, de quelle culture ils soient, etc., ils ont les mêmes capacités cérébrales. Mm-hmm. Et le danger, c'est de faire en sorte que quelqu'un qui peut avoir certaines difficultés, un enfant, qu'on finisse par lui faire comprendre que ces difficultés sont là à jamais pour lui. Et c'est ça qui est démotivant. Oui. Et dans motivation, j'aime bien les 3 premières lettres du mot. Mot. Il faut trouver le bon mot pour motiver quelqu'un. Ah, c'est bon, ça. La motivation, c'est le moteur. Donc, si vous voulez, l'encouragement, l'image qu'on va utiliser. Moi, c'est sûr que si j'avais, par exemple, dans ma classe en littérature, des joueurs de baseball qui très souvent se trouvaient dans le fond de la classe. Je m'en rappelle. Vous vous souvenez? Puis ils m'envoyaient comme message, moi, comme joueur de baseball, la littérature et le français, ce n'est pas mon affaire. C'est ça qu'il m'envoie comme message. Mais moi, je dois recevoir ce message-là en me disant, et si je vous montrais que le baseball peut nous amener à la littérature et au français? Oui. Donc, ça veut dire que je vais utiliser des images, des analogies entre faire une fausse balle et commettre une erreur, par exemple, pour m'assurer que l'étudiant aura le goût de frapper un coup sûr, voire même d'avoir un coup de circuit. Oui, ça a bien fonctionné avec eux. En tout cas, là, ils parlent encore de vous, ces joueurs de baseball. Ça a été très, très, très agréable. C'était très amusant. Je me souviens, je ne sais pas si c'était votre année, mais je donnais un cours, entre autres, sur les figures de style et je m'étais amusé à prendre des figures de style et à les associer à des élèves en particulier du groupe. Mais il me semble que oui, oui. Il me semble. Alors donc, j'avais fait ça. Puis, je m'étais amusé en classe, puis les gens avaient ri, tout ça, puis je taquinais les uns et les autres, puis surtout mes joueurs de baseball.
Mais mes joueurs de baseball, après, je leur avais donné la permission de me taquiner à leur tour en trouvant les figures de style les plus dévastatrices me concernant. Quand ils sont arrivés avec le devoir 2 jours plus tard, mais c'était tellement drôle de voir comment ils m'ont assassiné avec les figures de style. Mais ça a fonctionné, ils ont appris leur figure de style, là, puis je suis sûre qu'ils s'en souviennent Exactement. encore. Ouais. Exactement. C'était comme un jeu et on a fait en sorte que tout se fait dans le respect, l'humour et la rigueur. Moi, je pense que ça, c'est 3 composantes essentielles de Oui. l'apprentissage, hein. L'humour, le respect, puis la rigueur, parce que ça prend de la rigueur pour apprendre. Puis ça revient un peu à ce que vous disiez au début de l'épisode, que on n'est pas là non plus, l'enseignant, pour être le maître avec les élèves en dessous. C'est de descendre avec les élèves, puis de voir c'est quoi leurs intérêts, puis de les laisser participer, les laisser rire. Il y a des moments sérieux, il y a des moments pour eux. Puis ça, c'est quelque chose qui est possible justement quand on fait l'école à la maison, de, ben OK, l'enfant a un intérêt, on va l'implanter. Puis en français, c'est facile, justement, je trouve, d'aller chercher d'autres intérêts parce que, ben, écrire un texte, on peut écrire sur n'importe quoi, on peut lire sur n'importe quoi, on peut communiquer oralement sur n'importe quoi. Donc, profitez-en, justement, si vous êtes à la maison, pour aller dans des sujets qui intéressent l'enfant, qui va faire en sorte qu'il va être plus motivé à écrire, puis plus motivé à lire aussi, là. Tout à fait. Parce que si on demande à l'enfant de raconter, par exemple, je ne sais pas, s'il aime le sport, peu importe le sport, le hockey, d'essayer de mettre en mots la dernière partie où il a été très content de lui-même, par exemple, ou très content de son équipe, ce qui sera encore mieux. Alors, déjà, l'enfant, il peut avoir le goût de le faire, précisément. Évidemment, il va y avoir des frustrations s'il ne trouve pas les mots. Et c'est là que ça devient intéressant parce que le parent peut lui montrer, ben, regarde, il y a un vocabulaire qui est associé au hockey. Ça s'appelle un dictionnaire analogique. Vous voyez, les dictionnaires analogiques sont très intéressants pour ça parce que vous allez avoir hockey, vous allez à hockey, puis là, vous voyez un paquet de mots associés au hockey. Et ça fait en sorte que là, on développe aussi du vocabulaire. Et on essaie de faire des phrases. Puis c'est pas grave si ça vient pas du premier coup. Il y a un écrivain que j'aime beaucoup, John Irving, l'auteur du Monde selon Garp. John Irving était dyslexique, il est toujours d'ailleurs dyslexique. Et, Ça s'en va pas. ben, écoutez, c'est ça, il est dyslexique. Et donc, c'est toujours étonnant parce que c'est quelqu'un qui écrit énormément, énormément. Mais il a appris à réécrire des choses et à vérifier. Ce qui fait en sorte qu'il y a d'autres zones de son cerveau qui se sont développées et qui lui permettent maintenant de vaincre les obstacles qui étaient sur sa route. Il a encore des difficultés, mais il en a beaucoup moins qu'auparavant. Et encore une fois, on revient à ce que je disais au point de départ, c'est-à-dire qu'un point de départ, ce n'est pas un point d'arrivée précisément. Donc, on construit à partir de ça, et peu importe le point de départ, on peut aller beaucoup plus loin. J'aimerais attirer votre attention aussi, Marika, sur une série d'études parues il y a quelques années déjà, qui montrent qu'il y a une corrélation très forte entre le nombre de mots acquis par l'enfant dès son plus jeune âge et la réussite scolaire. Ce qui fait que plus le jeune a une banque de mots à sa disposition, dans sa mémoire, plus il peut jouer avec eux. Et ça, je pense qu'un jeune peut comprendre ça. Prenons par exemple les jeux vidéo. Un jeune ne demande pas à un jeu vidéo d'être simplet. Exact. Il lui demande d'être compliqué, d'avoir beaucoup d'informations. Mais là, ce qui est intéressant, c'est que le jeu vidéo est conçu pour qu'à force de pratiquer, il finisse par réussir. Et là, il y a toutes sortes de stimulations visuelles, sonores qui existent, etc. Le problème, c'est que quand on arrive avec un exercice de français, puis c'est couché sur une feuille, il n'y a pas ces stimulations visuelles, sonores. Donc, c'est d'essayer d'amener l'enfant à être attentif à ce qui n'est ni visuel
ni sonore, qui est plat sur une feuille, qui est noir sur blanc. Et là, il faut essayer de déchiffrer ce qui est là en se concentrant. Et c'est la tâche difficile de l'école et de tout apprentissage, parce qu'on sait que pour les jeux vidéo, l'enfant va développer une compétence. Puis, je vous dirais aussi, bon, je pense que là où les concepteurs de jeux vidéo nous font comprendre des choses en apprentissage, c'est qu'ils donnent aux joueurs une certaine autonomie. Souvent, le joueur, il a le choix entre aller à gauche ou aller à droite, entre telle option et telle autre. Alors, à mon sens, au lieu d'imposer un sujet d'écriture, par exemple, aux enfants, ça serait beaucoup mieux de dire, ben, en voici 3, et tu peux même en ajouter un 4e à ton goût, si tu le souhaites. La tâche va être la même. Tu dois écrire un texte de, je ne sais pas, 100 mots. Mais voici, je te propose 3 sujets, mais tu peux opter pour un 4e qui sera le tien si tu le souhaites. Et donc, plus on donne de marge de manœuvre, plus il sent qu'il a la possibilité de choisir, et on s'entend qu'on l'a quand même restreint, son choix. Oui, exact. Parce qu'on lui en a donné 3. On lui a dit, ben, si tu peux en choisir un autre si tu veux. Mais ça fait 4 en tout. Donc, on a quand même orienté son attention, mais on n'a pas mis en berne sa capacité de choisir. Puis ça, là, c'est vraiment intéressant qu'est-ce que vous dites parce qu'il y a beaucoup d'enfants, puis même adolescents, là, ça m'est arrivé dans des classes en secondaire 4 et 5, là, de dire, OK, petite consigne de base, là, plus sur le nombre de mots, sur le style du texte, sujet au choix, les élèves ne savent pas quoi faire. Puis les élèves sont tellement habitués à avoir un sujet imposé que là, c'est comme, mais là, je ne sais pas, j'ai pas d'idée. Donc, c'est de pratiquer aussi ça, de laisser choisir parce que dans la vie, on va avoir à choisir. Il va falloir savoir prendre nos décisions nous-mêmes. Là. Donc, encore une fois, oui, des fois, c'est imposé, puis c'est ça, mais d'y aller, laisser la créativité, les choix de sujets, c'est important aussi. Là. Bien, vous voyez, moi, je trouve ça très intéressant ce que vous dites, parce qu'au fond, c'est qu'ils sont tellement habitués à avoir des choix imposés que quand on donne un choix libre, la panique, elle est tout à fait normale. Parce que, mais où je m'en vais? Oui. C'est un peu c'est Kierkegaard, un philosophe qui m'intéresse beaucoup du 19e siècle, qui disait le prix de la liberté, c'est l'angoisse. Donc, je disais souvent à mes élèves, je me souviens, je disais souvent aux étudiants, aux étudiantes, écoutez, quand vous êtes angoissé, souvent, c'est que vous faites face à un choix. Et c'est ce choix-là qui est angoissant. Maintenant, si je vous dis quoi faire, vous allez remplacer l'angoisse par de la frustration. Alors, des fois, en 2 mots, on va préférer la frustration à l'angoisse. Parce qu'au moins, la frustration n'est pas dirigée contre moi, elle est dirigée contre le prof. Je me fais moins mal en étant frustré qu'en étant angoissé. Alors, et je pense que cette solution mitoyenne de proposer des sujets, en même temps qu'on laisse la possibilité d'en avoir un autre, eh bien, ça permet de satisfaire un peu tout le monde. Puis, c'est ça exactement. Puis, pour ceux qui ont écouté d'autres de nos épisodes, là, on a reçu une psychoéducatrice qui disait ça justement, que des fois, de donner l'espèce de faux choix, tu sais, ça reste un texte, ça reste certains sujets possibles, mais c'est tellement plus le fun pour l'enfant. Surtout ceux là, que le comportement, c'est plus difficile, puis un petit peu d'opposition peut-être, bien, d'avoir des fois des sujets qui sont tous très bons, qui vont tous l'aider à apprendre, mais que lui, dans sa tête, a choisi. Puis, ça rend tout plus intéressant. Tout à fait. Puis ce côté aussi, ce qui est très important, c'est que quand je suis avec l'enfant, bon, moi-même, malheureusement, je n'ai pas eu d'enfant, mais j'adore les enfants. C'est la raison pour laquelle je suis le parrain de plusieurs enfants, probablement. Le mononcle gâteau, le parrain gâteau de plusieurs. Mais c'est certain que je suis fasciné par le fait que les enfants, aussitôt qu'on les entraîne dans, je dirais, l'aventure de la question, du questionnement. À quel point, passé quelques réticences, ils vont embarquer et là se mettre à poser des questions et à retrouver cette curiosité qui est naturelle et que trop souvent nous avons perdu, nous comme adultes.
Alors, la question qu'il faut se poser, me semble-t-il, en tout cas comme adulte, c'est sommes-nous nous-mêmes des exemples de curiosité? C'est vrai. Donc, l'amour du savoir, le cultivons-nous au quotidien, ou bien si, une fois notre diplôme obtenu, c'est terminé, on met ça en veilleuse. Vous voyez, juste votre façon de parler tantôt d'un exercice que vous avez fait faire et tout ça, on sent à quel point vous êtes intéressé, Ouais. à quel point vous êtes passionné par votre sujet. Ben, ça, c'est communicatif. Si malheureusement on n'est pas soi-même, on n'a pas soi-même le goût d'apprendre, ça devient. Tiens, ça me fait penser à Augustin. Saint Augustin avait une peur de ce qu'il appelait la libido sciendi. La libido, donc une sorte de passion très très Ouais. forte, mais sciendi, c'est la De passion la pour la connaissance, Mm. pour l'apprentissage. Et c'est sûr que pour moi, c'est vraiment une libido naturelle. C'est un désir que l'enfant a naturellement, je le disais tantôt. Et que malheureusement, on va finir par éteindre à force d'être routinier. Pas besoin de faire une analogie trop forte Non, c'est entre ça. la libido naturelle, peu Ouais. importe son objet. Vous voyez, la routine tue la libido. Alors, de la même manière, quand on est à l'école et on est routinier, c'est toujours les mêmes exercices. Moi, ça me fait rire quand j'avais des collègues qui disaient « Je ne comprends pas, d'année en année, ils ne réussissent pas cet examen-là. » Ben là, il faut Mais c'est d'abord se ça, il poser y a la question. peut-être. Si d'année en année, ils ne réussissent pas et d'année en année, c'est le même chemin qu'on leur propose pour aller à cet examen-là, ils ne peuvent pas faire autrement que ne pas réussir d'année en année parce qu'on ne s'est pas intéressé comme prof à ce pourquoi ils n'y arrivaient pas. Exact. Puis, c'est bon ce que vous disiez d'être un bon modèle. Tu sais, nous, c'est ça qu'on prône justement pour les parents. Tu sais, c'est de ne pas dire, ben va lire tout seul enfermé dans ta chambre. Tu sais, on va faire tout le monde, on va lire chacun nos livres, on va se raconter des histoires, même chose. Puis, de ne pas répondre quand l'enfant pose une question. Hey, pourquoi il y a des éclairs? Ben, le parent qui dit, hey, je sais pas, t'es donc bien fatigant. Ben, c'est pas comme ça que l'enfant va développer sa curiosité non plus. Puis, même si on ne le sait pas, puis on l'a dit au début, des fois, le parent a donc bien peur de ne pas donner la bonne réponse, fait qu'il va préférer ne pas répondre. Et ça peut être une façon de chercher ensemble, de montrer à l'enfant quand tu ne sais pas quelque chose, regarde, on a des livres, il y a Internet, tu as accès à des choses, tu peux demander à des gens, puis de trouver la réponse, bien, l'enfant va voir que c'est normal, premièrement, de ne pas tout savoir, que c'est normal d'être curieux, puis il va apprendre aussi à chercher par lui-même, puis justement finir par être capable de trouver ses réponses sans toujours demander éventuellement quand il va être plus vieux. Exactement. Exactement. Puis c'est ça qui va amener l'enfant à interroger les autres et à apprendre aussi en collégialité, c'est-à-dire apprendre avec les autres et pas seulement pour soi-même. Et ça aussi, c'est un élément qui est très important, c'est de montrer qu'avec d'autres, l'apprentissage peut être encore plus important, peut être plus fort, parce que les autres vont concourir à nous rendre plus savants sur telle ou telle question. Alors, je pense que c'est tout ce sens-là du savoir, de l'amour du savoir qu'il faut vraiment entretenir. Puis, rappeler que quand par exemple, si on a je dirais, tiens, je vais vous dire quelque chose un peu drôle là, qui me passe par la tête. C'est que je trouve très étrange quand le ministère de l'Éducation lance une réforme, par exemple. Vous avez une vaste réforme. Il devrait toujours se poser la question suivante. Est-ce que les profs qui sont déjà très allumés, qui aiment leur discipline, qui aiment enseigner, est-ce que cette réforme-là va les aider ou leur nuire? Et c'est ça qu'il faut essayer de voir vite. Parce que si la réforme entraîne comme conséquence que les profs les plus allumés décrochent, vous imaginez que là, on se retrouve avec, malheureusement, les profs qui ne le sont pas du tout. Non, exactement. Et ça, Ouais. c'est un grave danger.
je C'est vrai. pense, quand l'information vient d'en haut et atterrit comme ça dans les classes sans que les profs qui se donnent vraiment dans leur métier n'aient eu leur mot à dire, pour moi, ça, c'est vraiment une catastrophe. Ça, c'est un drame national. Mhm. C'est ça, puis justement, là, on en parlait dans le dernier épisode, moi et Claudia, c'est difficile là, en ce moment, tu sais, il y a des choses hors de notre contrôle dans les écoles, c'est Tout à difficile fait. pour les enfants, manque de personnel et tout, ben c'est hors de notre contrôle à nous dans l'immédiat, là. Ben, comme parents, il y a moyen aussi de, à la maison, ben, faire un retour sur ce qui s'est passé dans la journée. Ah, quelque chose est plus difficile. Ben, je comprends qu'en classe, tu sais, le contexte n'est pas favorable. Peut-être que il y a eu 5 enseignants différents cette semaine parce qu'il manquait de personnel. On ne sait pas qu'est-ce qui se passe. Ben, de prendre le temps avec l'enfant, de dire on va chercher, on va le pratiquer ensemble, on va le faire tranquillement, les devoirs un petit peu chaque jour. Tu as de la misère à lire, puis à l'école, le professeur n'a pas le temps de te donner des trucs parce qu'il y a 12 troubles de comportement dans la classe, des troubles d'apprentissage. Bien, on va le faire ensemble. Puis, c'est le moyen aussi, je pense, d'aider l'enfant à aller mieux à l'école si, bien, à la maison aussi, on travaille en ce sens-là. Ce n'est pas à l'école seulement à s'occuper de l'éducation. Le parent aussi a un gros rôle à jouer. Je dirais d'autant plus qu'il faudrait, à mon sens, puis ça, je pense que c'est un des avantages que votre webinaire propose, Oui. c'est de faire en sorte que les parents aient aussi des lieux de rencontre Mm-hmm. pour pouvoir poser leurs questions, pour pouvoir faire leurs commentaires, etc., et s'assurer qu'ils ne sont pas tout seuls Oui. avec leurs questions qui vont se transformer très, très vite peut-être en source d'angoisse inutile. Mm-hmm. Alors, montrer qu'il y a une solidarité entre les parents, comme il doit y en avoir une entre les parents et les concepteurs, les conceptrices de matériel pédagogique. Je pense que ça, c'est très important parce que sinon, on en arrive à créer des mondes où chacun vit sur son île déserte et Oui. attend désespérément son vendredi. Puis c'est ce qui pourrait facilement arriver là, avec ceux notamment qui font l'école à la maison, d'être un peu tout seul puis de Tout ne à pas trop fait. savoir quoi faire. Ça m'est arrivé beaucoup là, au début de l'année scolaire, de parents qui me demandaient ah, est-ce qu'on pourrait se rencontrer? Je suis un peu désemparée. Puis finalement, c'était des détails minuscules qu'on a réglés en parlant à 10 minutes. Puis finalement, bien, après ça, ça va bien. Tu sais, c'est normal, les parents, c'est pas des enseignants. Là, il y a des termes. Puis beaucoup en français, justement, la terminologie a changé en grammaire. Là. Donc, un parent qui me dit je comprends pas, c'est quoi un prédicat? Il me semble que j'ai pas appelé ça de même. Ou c'est quoi un complément de phrase? Moi, il me semble que c'était d'autres choses. Bien, oui, c'est vrai. Puis c'est de le voir ça tranquillement en parlant avec d'autres parents, avec d'autres enseignants. Puis finalement, mais c'est des parents qui aujourd'hui, ça va super bien, puis sont capables de le faire. C'était des détails comme ça. Des parents qui disent ah, telle notion en sciences, je ne sais pas quoi faire, on donne une idée, oups, ça a décollé après, ça s'est mis à bien aller pour le reste. Fait que c'est vrai que de communiquer et de travailler ensemble, mais ça va vraiment aider tout le monde. Puis autant les parents qui font l'école à l'école, il y a des choses là, à faire pour les devoirs, il y a des choses à faire la fin de semaine, on peut faire du supplément. Fait que c'est en parlant aussi avec d'autres parents puis avec des professionnels là, que ça peut vraiment aider à ce que ça se passe bien pour tout le monde. Oui, puis il me semble que même pour ce qui est de l'école en tant que telle, l'école gagne à ça, évidemment. Oui, Parce que oui. plus les parents sont engagés dans l'apprentissage des enfants, plus l'école va en bénéficier et la formation des enfants en bénéficiera tout autant. Alors, c'est Exact. ça il faut vraiment retisser ces liens-là fortement parce qu'on a besoin de sentir qu'on n'est pas tout seul dans l'apprentissage que va suivre un enfant. Oui, exactement. Puis là, je vois des questions là, par Oui, il ne faut rapport pas à la hésiter. lecture. Beaucoup, on parlait de curiosité. Donc, c'est Oui. sûr que la lecture, bien, c'est une façon de nourrir la curiosité. C'est arrivé souvent là, des parents qui disaient ben, mon enfant n'aime pas lire, mon enfant n'est pas intéressé, il a de la misère à rester assis puis à lire. Qu'est-ce qu'on pourrait donner comme conseil? On en a donné quelques-uns déjà, là, mais si on a d'autres choses aussi Je pour dirais que un enfant qui n'aime la pas ça. première chose, c'est d'essayer de comprendre d'où vient la difficulté. Est-ce que pour l'enfant, ce n'est pas un automatisme maintenant de distinguer les lettres, en faire des mots et être capable par la suite de voir des phrases et de bien les lire? Alors, s'il n'y a pas un automatisme qui est là, c'est sûr que l'enfant va bloquer très, très vite.
Dans le fond, ce que l'enfant nous dit quand il n'aime pas lire, est-ce qu'il nous dit « je n'aimerai jamais lire de ma vie » ou plutôt « je ne me sens pas compétent actuellement pour lire ». Alors, on va opter pour la seconde option, la seconde possibilité. Probablement que l'enfant nous dit « je n'ai pas les compétences qu'il faut pour lire ». Alors là, c'est là que c'est important de lui faire acquérir ces compétences-là. Je pense que d'aller chercher l'intérêt de l'enfant, ça peut être un appui intéressant. Par exemple, si on a des enfants qui aiment les sports, ben, on va proposer comme point de départ, encore une fois, on peut proposer comme point de départ des ouvrages, des œuvres où les sports sont mis en vedette. Et d'ailleurs, comme je savais que vous m'aviez parlé de cette question auparavant, j'ai téléphoné à une de mes amies qui est libraire, c'est la librairie L'Exèdre à Trois-Rivières, Audrey Martel, et Audrey m'a dit qu'elle va constituer, elle l'a constitué d'ailleurs, elle mettra ça en ligne, je vous enverrai les références là, pour que vous puissiez transmettre l'information. Alors, elle va mettre en ligne sous peu, peut-être demain ou d'ici la fin de la semaine, une série de livres où les sports sont en vedette, tant pour les élèves du primaire que pour les élèves du secondaire, et des livres qui jouissent d'une excellente réputation critique de la part de spécialistes de littérature jeunesse, mais surtout qui jouissent d'une excellente réputation auprès des jeunes lecteurs et des jeunes lectrices qui disent « Ah, là, j'ai appris. » Vous voyez, combien de jeunes, par exemple, qu'on disait qu'ils n'aimaient pas lire, se sont retrouvés tout à coup comme de fervents lecteurs d'Harry Potter et des romans de Rowling et qui l'attendaient. Donc, je pense qu'il faut partir de là. Ça, c'est très important d'aller chercher l'intérêt, le goût pour la fantaisie que les enfants peuvent avoir. Et surtout, je dirais, ça c'est le troisième aspect, avec un enfant qui n'aime pas lire, je pense qu'il faut lire avec lui au point de départ. C'est vrai. Même si l'enfant est un petit peu plus vieux puis qu'on se dit, bien, à son âge, il devrait pouvoir lire tout seul, on peut alterner une page, on lit pour lui, puis il va commencer aussi à avoir des phrases bien formées, à avoir des nouveaux mots, puis c'est tout bon. Il n'y a rien là-dedans qui va nuire, puis éventuellement, comme on disait, bien, il va y aller étape par étape, puis finir par être capable de lire tout seul, même si c'est un petit peu plus long, là, plutôt que de juste repousser la lecture. Et je dirais même, à son rythme, là, je vais employer un verbe étrange peut-être dans les circonstances, mais de théâtraliser sa lecture. De faire en sorte qu'en lisant à voix haute, ben, si on a un passage où il y a un personnage qui dit telle chose, de voir, ben, comment tu le dirais, toi, ça? Résume-le, parle-moi en tes mots, dis-moi où on est rendu dans l'action, ce que le personnage va dire bientôt, c'est à la suite de tel et tel événement. Donc, d'après toi, est-ce qu'il va le dire en étant frustré, en étant fâché ou d'un ton neutre, etc.? D'après toi. Et moi, j'aime bien le d'après toi parce que ça oblige l'enfant aussi à tenter des choses. Donc, je dirais à incarner des hypothèses. Et ça, je pense que c'est très important. Je disais souvent en classe, quand je donnais la littérature, considérez cette classe comme étant un laboratoire. Donc, nous allons faire des expériences et nous allons ensuite proposer des hypothèses pour les problèmes que nous allons rencontrer. Ce qui fait qu'une hypothèse, il faut ensuite la vérifier, mais il ne faut pas l'empêcher. Et donc, ce qui fait que si on lit avec l'enfant et qu'on tombe sur un passage où le héros ou l'héroïne doit dire telle ou telle chose, de s'amuser avec la langue, avec les accents, avec les modes d'intervention, ça fait en sorte que l'enfant, il est en train de construire le récit. Non seulement construit-il le récit, mais en plus, il l'habite. Il habite le langage. Vous voyez? Les mots ont du goût. Les mots sont des fruits dans lesquels on peut croquer. Vous voyez? Et tout à coup, on a l'impression que le mot en lui-même va libérer toute une saveur. Et à partir du moment où
dans une phrase, on fait juste souligner « Ah, tel mot, tu l'as tellement bien prononcé. Oui. C'était tellement vrai, peu importe que les 4 autres lignes, ça a été plus ou moins bancal. » Mais qu'on commence par souligner les bons coups de l'enfant, puis une fois qu'il a acquis une certaine sécurité dans la lecture, là, on peut passer à la prochaine étape et l'amener à corriger d'autres aspects. Mais il faut d'abord construire sa confiance en lui-même, Oui, parce qu'il ne l'a exactement. pas. Il ne l'a pas au point de départ. Hein. Et il nous a dit par son cri « Je n'aime pas lire », ce qu'il nous dit, c'est « Je n'ai pas les compétences nécessaires ». Et ce sentiment-là, d'avoir les compétences, ben, il est tout à fait normal. Moi, j'ai mon neveu qui m'a appris à jouer à un jeu vidéo. Je vous assure qu'après 5 minutes, j'étais totalement découragé. Oui, Et ma tentation, ça a été d'abandonner sur le c'est ça. champ. Je dis, moi, je ne joue pas à ton jeu. Il y a juste toi qui es compétent. Mais une fois qu'il s'en est amusé et que je lui ai dit maintenant, apprends-moi Apprends-moi. à jouer. Et là, j'ai vu qu'il faisait preuve d'une patience infinie. Il aurait pu servir d'exemple dans n'importe quelle école de formation des profs. Il faisait preuve d'une patience infinie, puis il m'amenait petit à petit à faire en sorte que je retire de moi l'impression que j'étais bon à rien dans un jeu. Puis c'est ça, c'est bon ce que vous dites, on est adulte, puis on a quand même ces impressions-là des fois, puis on a quand même aussi le désir d'abandonner. Fait que si nous, on fait ça, bien c'est sûr que l'enfant de 6 ans va faire ça aussi quand c'est difficile, puis ça peut être une bonne façon justement de dire, OK, on va lire, moi je vais t'apprendre, je vais t'aider, je vais jouer après à ton jeu vidéo, tu vas me montrer. Parce que les parents, souvent, ont tendance à dire, hey, non, fais ça avec ta mère, fais ça avec ton père. Moi, je ne suis pas bon là-dedans. Mais de montrer, on fait l'effort aussi des fois apprends-moi, je ne sais pas tout, puis de normaliser aussi les erreurs. Puis après ça, bien là, on va lire. Ça va être à ton tour d'apprendre, de pratiquer là, pour montrer que l'enfant, c'est pas le seul de la famille à être bon à rien. Bien, tout le monde a ses forces, tout le monde a ses faiblesses. Tout à fait. Puis là où vous avez raison, d'autant plus, c'est qu'à partir du moment où l'enfant va vouloir enseigner à quelqu'un d'autre ce qu'il a appris, il est en train de renforcer dans son système cérébral le fait que cette information-là est importante et précieuse. Parce que la preuve, il la reformule, puis il est Oui. en train de l'enseigner à quelqu'un C'est d'autre. valorisant aussi là, d'être capable de Et l'enseigner. valorisant. Alors, ce qui fait que si on combine le fait que sa mémoire est davantage stimulée et qu'en plus, il se sent valorisé à le faire, probablement que dans cette période où il va dormir, le sommeil est une phase de consolidation du savoir qui est très importante. À partir de ce moment-là, c'est un peu comme si son cerveau, pendant le sommeil, avait enregistré le fait que durant le jour, l'information est importante à retenir. Donc, il va consolider ce savoir-là. Et ça va être beaucoup plus simple, après ça, de construire, on en parlait tantôt, sur des bases plus solides. Et je dirais d'ailleurs qu'il y a plusieurs études qui renvoient à ça actuellement. Entre autres, je pense à quelqu'un comme Stanislas Dehaene, qui a écrit un livre, je l'ai ici sous la main, magnifique en passant. Dehaene est un spécialiste de la psychologie cognitive et des neurosciences, Apprendre, donc de Stanislas Dehaene, et il nous montre là-dedans qu'il y a une série d'études qui montrent que finalement, ce qu'on appelle un déficit de l'attention, souvent chez l'enfant, ben, ça peut être aussi un manque de sommeil. Et ce qui fait que comme l'enfant a mal dormi, je ne dis pas dans tous les cas, on s'entend parce que Oui, dans certains, c'est ça. Il y en a des vrais gros. Voilà, c'est ça, exactement. Mais il faut faire très attention parce que c'est un diagnostic précis, comme vous le savez. C'est ça, exactement. N'importe qui n'est pas habilité à pouvoir prononcer ce diagnostic-là. Moi, par exemple, je n'ai pas les compétences nécessaires pour dire qu'un enfant est TDAH ou pas. Puis pour les parents qui se questionneraient là-dessus, là, on a une psychiatre qui va venir au podcast prochainement, là, justement pour aborder le sujet. Donc, si jamais c'est quelque chose des parents qui vous inquiète un peu pour votre enfant, ça s'en vient, on va pouvoir y répondre bientôt. Mais oui, exact, le sommeil, c'est vrai que... Oui,
C'est une phase qui est très, très, très importante et c'est pour ça Mhm. d'ailleurs qu'on suggère que les enfants, s'ils ont des tablettes déjà ou des cellulaires, sont de jeunes adolescents, de ne pas amener ça dans la chambre à coucher. Mhm. Parce que le danger est là, est présent pour que ça devienne vraiment une hyperstimulation et ce qui fait que le cerveau n'a pas le temps vraiment d'enregistrer convenablement les informations qu'on lui a transmises. Oui, exactement. Donc, c'est ça, là, tu sais, l'équilibre aussi, là, un enfant, des fois, qui a super faim, mais il ne sera pas concentré en faisant ces choses. Un enfant qui a envie, qu'on lui dit non, va pas aux toilettes, puis qu'il est de même sur sa chaise, ben, il ne sera pas concentré non plus. Tu sais, les besoins de base, quand c'est pas comblé, ben, il y a quelque chose qui ne fonctionnera pas Exactement. pour la concentration, là. Donc, effectivement. Puis, pour la liste que vous avez dit, là, c'est super avec Excel. Moi, je vais la publier, si vous voulez me l'envoyer, dans le groupe de soutien pédagogique pour ma Oui, classe en boîte, puis dans ma classe en boîte pour tous, qui est notre groupe public. Puis, les parents, si vous avez d'autres tout à fait. suggestions, vous pouvez nous les partager aussi dans les groupes, là, puis nous, on les partage aux autres aussi. Des fois, quand ça fonctionne, mais ça nous donne des trucs. Là, c'est beaucoup le même style de parents qui me donnait des commentaires et des suggestions là, de mon enfant, c'est un petit sportif, il veut juste bouger, il ne veut pas lire. Beaucoup des petits garçons, là, ce que j'ai reçu de commentaires à date. Donc, ouais, c'est ça, ça devrait aider tout le monde. Puis, dernier sujet avant qu'on quitte, parce que moi, je continuerai des heures, mais Moi, écoutez, faut j'adore s'arrêter. ça, c'est très Oui. agréable. On a eu beaucoup de questions, là, justement, sur l'écriture sur Internet, sur les réseaux sociaux. Oui. Les enfants qui vont écrire en abréviation, qui vont écrire un petit peu tout croche là, sans se corriger. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Là, on pourrait en parler, mais il y avait plusieurs questions précises. Là. Il y a des parents qui disaient est-ce que c'est mal, premièrement, de faire ça? Est-ce qu'on doit être en arrière et corriger? Est-ce qu'on les empêche? Parce qu'il y en a beaucoup qui disaient quand je lui dis de se corriger, il fait juste arrêter d'écrire. Donc, qu'est-ce qui est pas écrire ou écrire avec des fautes? Là? Donc, je vous écoute nous en parler. C'est sûr que si vous intervenez au moment même où il est en train d'écrire, à des amis, ou Mm-hmm. peu importe, là, vous venez de générer une frustration terrible. Alors, donc, ça ne sera C'est pas sûr. efficace. Il va se braquer, c'est presque automatique. Donc, c'est de prendre le problème en amont plutôt qu'en aval. Ça veut dire en amont, ça veut dire à la source. Alors donc, de multiplier les occasions quand on est ensemble, de le faire écrire sur toutes sortes de sujets. Même ça peut être 2, 3 lignes, pas obligé que ça soit long. 2, 3 lignes, une habitude, pour que petit à petit, il développe l'habitude de se corriger davantage. Mais il faut faire en 2 étapes. Voyez-vous, quand il écrit, si j'écris spontanément, moi, et que quelqu'un de beaucoup plus doué que moi en révision linguistique est au-dessus de mon épaule, les surveille régulièrement et dès qu'il y a une erreur, me dit « Ah, attention, il y a une erreur. » Mais moi, je suis en train de poursuivre là, ma phrase, Ouais. ma pensée, l'expression d'une émotion, peu importe quoi. C'est frustrant. Il faut distinguer les deux plans. D'abord, je pense. Ouais. Alors, laisser écrire comme il écrit, puis ensuite développer le réflexe de corriger. Ensuite, on va regarder maintenant si ça se tient tout ça. Donc, comme ça, on ne brime pas la spontanéité, mais on l'encadre. Mm-hmm. La spontanéité n'est pas tout. Il y a un exercice de révision qui est tout à fait normal. Et je pense qu'un enfant sportif, par exemple, peut comprendre ça. On peut dire, ben, écoute, dorénavant, le baseball que tu aimes ou le hockey, il n'y a plus de règles. Alors, C'est vrai. tu vas sur la patinoire, lance n'importe où, n'importe comment. Tout peut être un but ou rien n'est un but. À vous de choisir, discutez-en, élisez un conseil. Voyez, Ouais, c'est ça, l'enfant ça lui-même va fait dire ça. non, non, c'est pas possible. Oui. Donc, c'est la possibilité de lui montrer que c'est pas parce qu'il y a un cadre avec des règles Mm-hmm. que sa liberté est, comment je pourrais dire, est restreinte, voire emprisonnée. On n'en est pas là. Au contraire, les règles peuvent nous amener à jouer mieux parce qu'on sait exactement comment jouer. De la même manière que quelqu'un qui est au hockey, à partir du moment où il connaît les règles, ben, il sait qu'il peut jouer à l'intérieur de ces règles-là Mm-hmm.
et que son espace de jeu peut être encore plus intéressant parce qu'il doit faire preuve de créativité là-dedans. Alors, c'est la même chose pour ce qui est de l'écriture. Et je pense que le fait, là encore une fois, c'est difficile parce qu'il faut que les parents, à mon sens en tout cas, introduisent dans leur horaire des périodes d'accompagnement de l'enfant dans l'acquisition de connaissances, mais qui ne sont pas en vue d'obtenir de meilleures notes. C'est vrai, oui. Ça peut être une façon aussi, justement, de se servir de ça. Là. Je pense qu'on peut dire, OK, est-ce qu'on imprime un message ou quelque chose que tu as écrit, puis on essaie de corriger ensemble le texte par après. Puis c'est vrai que ça laisse quand même sa créativité, mais d'avoir un but quand même pédagogique derrière ça, là, de le travailler après. Moi, en tout cas, je sais par expérience, et c'était frappant, je me retrouvais parfois avec des classes où on me disait, ces élèves-là, appartenant à tel programme précis, n'aiment pas le français, n'aiment pas se corriger, etc. Puis moi, je disais toujours à ces élèves-là, quels sont ceux ou celles, dès le premier cours, hein, je posais cette question-là, quels sont ceux ou celles qui souhaitent être en littérature, et particulièrement avec moi, ce matin, levez la main. Lundi matin, 8 heures surtout. Là. Personne ne levait la main. Et là, je les regardais toujours avec un grand sourire en leur disant, on ne pourra jamais descendre plus bas. Là, on a atteint le niveau 0. On part de ça. Alors, si moi, je pars de ça, dès qu'il y en a un ou une qui part d'ici avec l'impression que, oh mon Dieu, j'ai appris quelque chose, puis c'était agréable, puis c'était intéressant. Mon Dieu, c'est une victoire. On partait de 0. Voyez-vous? Alors, c'est la même chose un peu avec l'enfant. Que l'enfant n'aime pas les règles, c'est normal parce que trop souvent aussi, comment je pourrais dire, on a le crayon rouge à portée de main, hein, puis rouge sang autant que possible. Oui. Le texte doit saigner avant même de vivre, il doit saigner. Alors que moi, j'aimais beaucoup corriger en vers et de souligner, je l'ai fait beaucoup dans les dernières années avec des groupes qui étaient particulièrement difficiles, me disait-on, de souligner en vers les bons accords. Ah, c'est bon, oui. Exemple, les belles phrases. Et je me souviens d'un type en classe qui était vraiment baraqué, mais vraiment un type là, qui aurait pu facilement, je ne sais pas, moi, être un lutteur sumo au Japon, vraiment un type immense, baraqué et tout ça. Mais quand il a reçu sa copie, lui qui était, disait-il, pourri en français, là, il regarde sa copie, puis il lève la main, puis il dit, « Monsieur, je ne comprends pas, ma copie, il y a du vert dessus. Qu'est-ce que ça veut dire? » Puis je lui dis, en classe, j'ai dit, ça veut dire que ça, c'est beau, c'est bien, c'est de bons accords, et même en plus, lisez ce que j'ai souligné. Il y a une phrase à un moment donné que j'ai soulignée, lisez-la. Il lit cette phrase-là, et là, toute la classe se retourne pour dire que c'est beau. Oui. Les 4 phrases qui suivaient n'étaient pas belles. Mais il avait vu sa belle phrase. Mais celle-là était belle. Exact. Puis c'était des étudiants là, de cégep, là, des enfants de primaire. Bien, justement, des fois, c'est vrai qu'on fait beaucoup, là, on fait une dictée, les mots qui n'étaient pas corrects, combien d'erreurs, mais on peut le voir à l'envers aussi, puis dire j'ai réussi à avoir 8 bons mots sur 10, c'est bon, au lieu de dire ben, j'ai eu deux erreurs, puis d'essayer de le voir comme ça. Exactement. Ça motive beaucoup plus là, en étant positif, puis en voyant qu'est-ce qu'on fait de bon. Et même, je vous dirais que cet étudiant-là en particulier, puis ça, ce qui était frappant, c'est qu'il avait accepté que nous corrigions ensemble les 4 phrases fautives, donc les erreurs qui suivaient la belle phrase, parce que la belle phrase constituait une sorte de socle. Et il y avait l'impression que là, au moins, il était capable d'une belle phrase. Donc, on partait de cette preuve de capacité pour aller vers les difficultés, plutôt que de partir des difficultés dans l'espoir qu'un jour, il arrivera à faire quelque chose qui se tient, quand quelque chose qui se tient existait déjà dans son texte, qui se tenait. C'est vrai.
Existait Puis déjà. on peut avoir des façons aussi, là, c'est sûr que, bon, pour un parent avec un jeune enfant, c'est quand même pas mauvais non plus de voir un peu à qui l'enfant parle et qu'est-ce qu'il écrit sur Internet, là. On ne veut pas non plus se retrouver dans de la cyber-intimidation, tout ça. Puis ça, justement, pour les parents, on va aussi recevoir quelqu'un là, avec qui on va parler beaucoup d'intimidation, puis notamment sur Internet, là, donc on pourra parler de cet aspect-là plus tard. Mais Vous faites justement, ça mais à de merveille, dire... vous, hein? Vraiment, Marie-Claude, Quoi? vous faites ça à merveille, hein? C'est incroyable. Vous placez les choses, whoop, hein, on va voir ça la semaine prochaine. C'est Ah oui, à on quoi travaille l'émission de fort. radio? Mais c'est ça, donc ce que je disais, ben, vous voyez que votre enfant écrit toujours salut avec un E à la fin, on le voit là, ou le ça Oui. va, S-A-V-A. Bon, ben, OK, on fait une dictée aujourd'hui. Salut, ça va, les mots d'usage que l'enfant dit. Puis l'enfant, c'est pas parce qu'il sauve du temps. Là. Il y a autant de lettres dans salut avec un E qu'avec un S qu'avec un T, comme il faut correctement. Mais des fois, est-ce qu'il ne pense pas? Il ne sait pas. Ses amis font ça, fait qu'il fait ça. Ben, OK, on fait une dictée avec ces mots-là au lieu de prendre les mots de la liste. Puis ça fait en sorte là, que c'est certaines choses que l'enfant va pouvoir corriger après au lieu d'être juste là à dire t'as fait une faute. Puis de ne pas oublier non plus que les enfants n'ont pas tout appris leur grammaire là, s'ils sont en 4e année. Ils n'ont pas vu les participes passés encore. C'est normal que ça ne soit pas accordé, surtout s'ils sont en train d'écrire dans un contexte plus ludique, là, qu'ils ne sont pas dans une dictée. Ils ne savent pas encore comment faire. Fait qu'il y a ça aussi à considérer, c'est d'y aller avec ce que l'enfant est capable de faire. Il ne les accordera pas, ces Là, participes vraiment, passés pronominaux. Là. mais vraiment, encore une fois, Marika, je vous félicite parce que vous partez d'exemples précis. C'est-à-dire que si l'enfant, on sait, on a vu sur les réseaux sociaux, par exemple, qu'il faisait souvent un type d'erreur, ben, on peut faire un exercice pour que ce type d'erreur ne revienne plus. Parce que le problème est le suivant, c'est que, vous savez, la règle, c'est un grand psychologue canadien, Hebb, H-E-B-B, qui disait Neurons that fire together, wire together. Je présume que tout le monde pourra apprécier mon accent anglais. Alors, c'est ce qui veut dire que plus des neurones sont activés ensemble, plus les liens entre ces neurones se renforcent. Alors, si j'écris ça va, S-A-V-A-S, par exemple, On, et je l'écris tout le l'enregistre temps, comme ça. ben, c'est enregistré, ce qui fait que aussitôt que je pense à écrire ça va, c'est ça qui va sortir. C'est Alors, vrai. il faut, et c'est là qui est difficile, parce que si l'enfant écrit ça va comme ça, peut-être, je ne sais pas, 15 fois dans une journée, et qu'on lui fait écrire ça va juste une fois par ailleurs. Non, il faut essayer de faire un exercice, comme vous le disiez tantôt, où le ça va être répété Mm-hmm. pour finir par rivaliser avec l'autre, voire le supplanter. Puis aussi, c'est que ben, les autres amis voient le ça va avec un S, puis ça fait un cercle vicieux, là. Tout à fait. Tout le temps de ça. Puis ça peut être une façon aussi de parler des registres de langue, de voir, ben là, c'est ça, c'est des réseaux sociaux. Fait que ça se peut qu'il y ait certains mots qui vont prendre le bord, ça se peut que ça soit un vocabulaire moins riche, ça se peut qu'il manque une couple de virgules, mais il y a quand même une certaine règle de base là, qu'on essaie de respecter. C'est sûr qu'il va y avoir des anglicismes, des abréviations, de voir la différence entre une abréviation puis un mot écrit tout croche avec des lettres ajoutées, puis d'en parler aussi avec l'enfant, là, il est capable de comprendre. S'il est assez vieux pour écrire, il peut comprendre aussi certaines contraintes. Oui, ben, je pense qu'il y a aussi des phénomènes, il y a un phénomène générationnel. C'est-à-dire, c'est un peu normal qu'une génération va adopter son propre langage, son propre Mais code. oui, Et il faut quand même pas oublier que je regarde par exemple la jeune adolescence ou l'adolescence tout court, c'est une période aussi où l'enfant doit se créer un monde dans un monde qui lui est imposé, c'est-à-dire c'est c'est sa vrai. famille. Hein, il y a pas d'issue tellement. Là. Donc, c'est à l'intérieur de son cadre familial que là, petit à petit, il va se créer un monde et c'est ce monde-là qui, par la suite, va l'amener à avoir une vie d'adulte et donc à quitter la maison, etc. Il y a un processus là, qui est tout à fait naturel et qui est enclenché. Puis c'est Ça, c'est pas de faire anormal. comprendre aussi à l'enfant que c'est important de bien écrire, puis que ça commence dans ça quand lui écrit à des gens, puis d'en parler, de montrer. Quand on reçoit un message plein de fautes, comment on se sent en tant qu'adulte. Ça nous arrive toujours là, de recevoir des courriels. Là, je prends l'exemple, j'ai reçu la semaine dernière
une espèce de courriel de fraude, tu sais, que j'avais gagné des millions, Oui, ben, oui. tu sais, comme ça, là, 8 millions, ben, dans ces courriels-là, il y a souvent beaucoup d'erreurs. Ça peut être un moyen, des fois, de voir que, oups, tu sais, c'est pas une vraie caisse, c'est écrit, il y a des erreurs. Des fois, ça paraît bien de l'expliquer, toutes sortes de situations dans la vie aux enfants où, ben, c'est important de ne pas faire de faute, là, peu importe le contexte. Tout à fait. Puis je pense que c'est un peu, c'est pour ça que j'aime bien prendre l'exemple de, que ce soit dans le sport. Vous savez, un but, je pense au but de Josh Anderson dans les séries Ouais. éliminatoires avec le Canadien de Montréal de la précédente saison. Je vous assure, vous auriez dû être avec moi dans le salon. Ma conjointe était morte de rire parce que j'ai vraiment sauté au plafond, littéralement. Ouais. J'étais dans une joie là incommensurable. Mais au fond, le but était beau. Il Ouais. n'était pas juste bon, il était C'est beau. beau. Il y avait la beauté du geste. Alors, c'est la même chose quand j'écris. Vous voyez, quand on écrit, il peut y avoir une beauté du texte et on peut être sensible à ça. Vous voyez, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais à un moment donné, je donnais comme exemple quand Roméo voit Juliette pour la première fois dans Roméo et Juliette de Shakespeare, il dit « Elle pend à la joue de la nuit comme un riche joyau à l'oreille d'une Éthiopienne. » On peut se contenter de dire « Eh belle ». C'est ça, ouais. Mais cette image-là renvoie à quelque chose de tellement beau, de tellement riche, qu'à un moment donné, cette beauté-là peut aussi nous transporter. Et je pense que c'est la même chose. On a un attrait, la beauté d'un paysage ou peu importe. Euh, je pense que de compter aussi sur cette espèce de besoin et d'appel de beauté que nous avons en chacun de nous. Mhm. Donc, super intéressant. Là, on continuerait, mais le temps nous manque. Donc, je vous invite tout de suite, si vous voulez revenir éventuellement pour un autre épisode. Là, je sais qu'on aurait plein de choses à dire. Donc, je suis sûre là, que les parents sont très contents. J'ai qu'il y a des bons commentaires déjà. Donc, je vous remercie beaucoup d'avoir participé. Pour les parents, comme je vous dis, l'épisode va être en ligne là, autant sur YouTube que dans le groupe Facebook. Donc, vous pouvez poser vos questions. On pourra les transmettre à Christian ou essayer d'y répondre du mieux de nos connaissances. Les suggestions de livres vont être dans les groupes Facebook aussi. N'hésitez pas à nous faire part de d'autres suggestions là, que vous avez, mais je suis certaine que ça va en aider quelques-uns là, qui ont de la difficulté à faire lire les enfants. Puis, on va se voir, nous, jeudi prochain, là, dans un autre épisode. Puis, jusqu'à Noël, on va continuer les podcasts à chaque semaine. Donc, merci beaucoup, Christian. Ben, merci beaucoup, Marika, et je remercie tous ceux et toutes celles qui nous ont écoutés. Et j'espère, en tout cas, avoir été, j'oserais dire, clair et précis dans Ah mes oui, la barre est haute pour les prochains. Là. propos.